أجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous allons dans cette séance faire un exercice, donc l'exercice numéro 3 sur donc, la notion de limite et continuité des fonctions de plusieurs variables. Donc cet exercice, il est différent un peu des deux autres qu'on a étudiés donc, dans la séance précédente, parce qu'aujourd'hui, donc, on va essayer de démontrer que la limite d'une fonction de deux variables existe en utilisant la définition. Donc c'est une notion qui est un peu difficile. Donc on va voir comment démontrer que la limite d'une fonction de deux variables existe en utilisant la définition. Bien sûr, donc, je ne cesserai jamais de le répéter. Donc ici, on peut donc télécharger ce cours. Donc c'est le chapitre 9 sur les limites et la continuité des fonctions de deux variables. Donc au lien qui est affiché ici, donc on trouve le chapitre numéro 9. Donc le cours et les exercices. Bien sûr, quelques exercices figurent dans ce cours et d'autres, ils sont corrigés donc dans cette vidéo. Bon, voilà, donc voici l'énoncé de l'exercice. Voilà. Considérons la fonction de deux variables réelles, f de xy est égal à 6x2y divisé par x2 plus y2. Il y a deux questions. Montrer, en utilisant la définition, que limite de f de xy, lorsque xy tend vers 0, 0, est égal à 0, en utilisant la définition. Et après, montrer le même résultat, c'est-à-dire que cette limite elle est égale à 0, en utilisant les coordonnées polaires. Voilà. Bon, je vais faire un petit rappel. Donc, on va donner d'abord la définition. Que veut dire, donc, pour une fonction de deux variables, que veut dire, quelle est la définition de limite de f de xy lorsque xy tend vers 0, 0 est égal à 0. C'est exactement la même définition qu'on a vue pour les fonctions d'une variable réelle. C'est que ici, en vérité, donc, au lieu d'avoir, puisque le couple ici, xy, il va tendre vers 0, 0, c'est-à-dire la distance entre le point xy et le point 0, 0, donc elle sera très petite. Donc, la distance donc, il faut donc donner un sens à la distance entre le point xy et le point 0, 0. Donc, la définition est la suivante. Pour tout epsilon positif, il faut trouver état tel que si la distance entre le point xy et le point 0, 0, ceci représente exactement la distance. Bon, je vais enlever. Donc, cette quantité-là,
cette quantité-là, c'est exactement la distance entre le point xy et le point 0, 0. Si j'avais par exemple limite de f de xy lorsque le couple xy tend vers x0, y0, j'aurais ici x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré. Donc si cette distance est inférieure à eta, alors la distance entre f de xy et L qui est égal à 0, elle doit être inférieure à epsilon. Bon, qu'est-ce qu'il faut donc? Qu'est-ce qu'on a comme donnée et qu'est-ce qu'il faut trouver ici? Quelle est la donnée ici et quelle est l'inconnue? La donnée ici, donc je vais enlever ça. La donnée ici, c'est epsilon. On se donne, malgré que quel que soit, on dit quel que soit epsilon, mais en vérité, c'est ça la donnée. On se donne epsilon quelconque. Et on doit trouver eta. Et on doit trouver eta. Donc le problème, c'est on se donne epsilon et on doit trouver eta. Bon, il est clair que lorsqu'on commence par quel que soit et après il existe, ça veut dire que le terme qui suit l'existence ici, il va dépendre en général de epsilon. Donc ce état-là, il va dépendre de epsilon. Donc que doit vérifier les deux termes ici, epsilon et eta? C'est-à-dire si la distance ici entre le point xy et le point 0, 0 donc, est inférieure à eta, alors nécessairement on doit démontrer que f de xy moins la limite L ici qui est égale à 0 doit être inférieure à epsilon. Bon, si on remplace tout cela dans notre exemple, puisqu'on a ici, donc je remplace, donc quel que soit epsilon positif, il faut trouver eta, donc il faut trouver eta, il faut trouver eta en fonction de epsilon, tel que, je remplace ici parce que j'ai ici 0 et 0, donc tel que si racine carrée de x2 plus y2 est inférieur à eta, ceci implique que valeur absolue de 6, c'est ça la fonction f de xy, moins 0, donc ça reste seulement f de xy, la valeur absolue de 6x2y divisé par x2 plus y2 doit être inférieure à epsilon. Voilà, donc c'est un problème classique, donc voilà, donc comme on le fait souvent dans les fonctions d'une variable réelle, comment on va procéder? Donc en général, on prend le résultat ici, on essaye dans l'expression du résultat, on essaye de faire une majoration de ce terme-là, c'est-à-dire de f de xy moins L, la valeur absolue, une majoration par le terme racine carrée de x2 plus y2. Donc on va essayer voilà, de faire une majoration du terme, donc ici, bon, on va arriver. Voilà. On va essayer de faire, donc, de majorer le terme 6x2y divisé par x2 plus y2 sur la variable absolue par le terme, un terme dans lequel figure le terme racine carrée de x2 plus y2. Donc on va voir pourquoi on fait cela. On va essayer de faire cela. Bon, comment on va procéder? Donc j'ai ici les inégalités, donc elles sont évidentes. J'ai x2, il est toujours inférieur ou égal à x2 plus y2, parce que à x2, donc je rajoute ici y2, donc j'ai x2 qui est inférieur à x2 plus y2, donc si je divise les deux termes de cette inégalité par un même terme positif qui est x2 plus y2, donc j'obtiens x2 divisé par, donc x2 divisé par x2 plus y2, il sera inférieur à 1. Par conséquent, donc, la valeur absolue de 6x2y divisé par x2 plus y, qui est égal donc, à 6x2 divisé par x, en vérité c'est la valeur absolue de
En vérité, là, normalement, je dois mettre valeur absolue de 6x2 divisé par x2 plus y2. Puisque c'est un terme positif, donc la valeur absolue, donc elle est égale au terme lui-même. Donc la valeur absolue du produit est égale au produit des valeurs absolues, multiplié par valeur absolue de y. Donc ce terme-là, x2 divisé par x2 plus y2, il est inférieur à 1. Par conséquent, tout le terme-là, il sera inférieur à 6, valeur absolue de y. Voilà. 6, valeur absolue de y. Et par conséquent, donc, puisque valeur absolue de y, comment je peux l'écrire? C'est en vérité racine carrée de y2. Ceci est égal 6, valeur absolue 6, valeur absolue de y est égal aussi à 6 racine carrée de y2. Et 6 racine carrée, donc, puisque y2 est inférieur ou égal à x2 plus y2, donc 6 racine carrée, donc lorsque je passe, la fonction racine carrée est une fonction croissante, strictement croissante, donc lorsque je passe à la racine carrée, je trouve racine carrée de y au carré est inférieur ou égal à racine carrée de x2 plus y2, je multiplie par 6, ça reste vérifié. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai démontré? Je prends seulement les bouts ici, voilà. J'ai valeur absolue, ça c'est quoi? C'est valeur absolue de f de xy moins 0. Cette expression-là, c'est exactement valeur absolue de f de xy moins 0. Elle est inférieure ou égale à ce terme-là. 6 racine carrée, voilà, 6 racine carrée de x2 plus y2. C'est ce qu'on a exactement donc signalé au début. Donc on a réussi donc à majorer ce terme-là, la fonction f de xy moins l, par un terme, pas un terme dans lequel figure racine carrée de x2 plus y2. Donc lorsqu'on a fait cela, donc le 90% du problème est résolu. Bon, qu'est-ce que je veux moi? Je veux que, donc voilà, j'ai donc cette inégalité, voilà, j'ai cette inégalité. Maintenant, je veux que ce terme-là donc soit inférieur ou égal à epsilon. Donc je vais poser 6 racine carrée de x2 plus y2 inférieur à epsilon. Ceci m'implique quoi? M'implique que racine carrée de x2 plus y2 est inférieur à epsilon sur 6. Donc à partir de ce terme-là, je peux revenir. Donc si racine carrée de x2 plus y2 est inférieur à epsilon sur 6, ceci m'implique que 6x2y divisé par x2 plus y2 est inférieur à 6 fois epsilon sur 6, c'est-à-dire epsilon. Donc je répète, si cette condition est vérifiée, d'après l'inégalité 3, alors f de xy moins l, qui est représenté par cette expression ici, par cette expression-là, voilà, ça c'est f de xy moins l, elle sera inférieure ou égale à 6 fois, donc 6 fois racine carrée de x2 plus y2, puisque racine carrée de x2 plus y2, je le choisis tel que il est inférieur à epsilon sur 6, j'obtiens f de xy moins l est inférieur à 6 fois epsilon sur 6 multiplié par 6, c'est-à-dire epsilon. Bon, maintenant, comment faut-il choisir état tel que si racine carrée de x2 plus y2, bon, moi je vais raisonner avec état en fonction de epsilon. Comment choisir état tel que si racine carrée de x2 plus y2 est inférieur à état, ceci implique que f de xy moins l, qui est représenté ici par cette expression, est inférieur à ou égal à epsilon. C'est simple. Il suffit donc de choisir ici état égal à epsilon divisé par 6. Avec ce choix-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc si je prends état est égal à epsilon sur 6,
si je prends état égale epsilon sur 6, donc si j'ai racine carrée de x2 plus y2, si j'ai racine carrée de x2 plus y2 est inférieur à état, puisque état, je l'ai choisi, est égal à epsilon sur 6, ça veut dire que racine carrée plus racine carrée de x2 plus y2, il sera inférieur ou égal à epsilon sur 6. D'après la relation 3 que j'ai vue tout à l'heure, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6x2y divisé par x2 plus y2 en valeur absolue. Il est inférieur ou égal à 6 fois racine carrée de x2 plus y2, qui est inférieur ou égal, on a dit tout à l'heure, donc on a pris x2 plus y2 inférieur à état, qui lui-même égal à epsilon sur 6, donc il sera inférieur à 6 epsilon sur 6, qui est égal à epsilon. D'où la relation qu'on cherche. Donc je répète, avec ce choix-là, état est égal à epsilon sur 6. Si j'ai racine carrée de x2 plus y2 est inférieur à état, alors f de xy moins l, cette expression-là, il sera inférieur ou égal à epsilon. C'est exactement la définition de la limite. La définition de la limite. Bon, maintenant on va passer à la partie B. On va démontrer le même résultat. On va démontrer le même résultat en utilisant les coordonnées polaires. Donc je pose x est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ, et donc je vais démontrer que limite de f, donc je remplace ici x par r cosinus θ et y par r sinus θ. Donc je vais obtenir une fonction g de r θ et je vais démontrer que cette fonction, la limite, elle est égale à 0 lorsque r tend vers 0 indépendamment de θ. Et je répète bien, il faut que r tende vers 0, donc indépendamment de θ. Indépendamment de θ. Bon, je remplace. Je remplace donc dans ma fonction, donc r, donc x et y par r cosinus θ et r sinus θ. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Parce que j'ai ma fonction, je rappelle, elle est égale à quoi la fonction? Donc la fonction elle est égale à 6x2y divisé par x2 plus y2. Donc lorsque je remplace, j'obtiens, donc au début c'était 6x2, donc c'est r2 cosinus carré θ multiplié par y, c'est-à-dire r sinus θ. Donc le r qui était là, donc je le multiplie par r au carré, j'obtiens 6r3 cosinus carré θ sinus θ. Et le dénominateur c'est x2 plus y2, donc c'est r2 cosinus carré θ plus r2 sinus θ. Donc je mets dans le dénominateur, je mets r2 en facteur, et je remplace donc cosinus carré θ plus sinus carré θ par 1. Donc qu'est-ce que ici je simplifie, donc je divise, donc je simplifie par R2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement l'expression 6R cosinus carré θ multiplié par sinus θ. Bon, prenons cette expression. Donc on va prendre cette expression, comme on l'a fait dans l'exercice numéro 2. Voilà. Donc cette expression, valeur absolue de cette expression, donc il est clair que cette expression, elle est, donc puisque cosinus carré θ et sinus carré θ, donc en valeur absolue, donc ils sont majorés par 1, le produit 1 multiplié par 1. Donc cette expression, elle est majorée par 6R. Et cette expression-là, elle va tendre vers 0, donc indépendamment de θ. Indépendamment de, pardon, ici c'est θ, c'est pas état. Indépendamment de θ. Indépendamment de j'y arrive, bon, on va enlever ça, c'est pas état, c'est θ. Par conséquent, donc comme on l'a signé tout avant, limite de f de x, y, puisque cette limite, donc elle tend vers 0 lorsque r tend vers 0 indépendamment de θ. Donc ça veut dire que la limite de f de x, y, lorsque x, y tend vers 0, 0, donc elle est égale à 0. Est égale à 0. Bon.
Il y a un petit... donc, erreur à ne pas commettre et ne pas confondre. Et à ne pas confondre. Si dans un exercice, j'arrive à démontrer que pour tout état fixe, je fixe θ, et j'arrive à démontrer que limite, lorsque r tend vers 0, f, r cosinus θ, r sinus θ égale 0, ceci n'implique pas que limite de f de xy, lorsque x tend vers 0, est égal à 0. Donc ici, il faut bien faire attention. Donc on va le voir rapidement. Donc on va l'expliquer rapidement. Voilà. Voilà. Donc supposons que, bon, je vais... C'est donc petit point. Voilà, j'y arrive. Voilà, maintenant c'est très bien. Là aussi. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, j'y arrive. Bon, on va dessiner donc le plan R2. Le plan R2. Voilà. Le plan R2. Qu'est-ce que ça veut dire que pour tout état fixé, donc on fixe θ, mais θ quelconque, et on le fixe d'abord, et on démontre que f de r, r θ, r cosinus θ, r sinus θ tend vers 0 lorsque r tend vers 0. Ça veut dire que, en vérité, si on fixe θ, même malgré qu'il soit, quelconque, voilà, si on fixe θ, voilà, si on fixe θ, et on fait tendre R vers 0, ça veut dire que le couple XY, il va tendre vers 0, 0, mais suivant cette droite. Suivant cette, donc en bas ou bien en haut, mais suivant cette droite. Même si, pour toutes les droites, donc ici, je considère toutes les droites. Donc chaque fois, je fixe θ, chaque fois, pardon, je n'ai pas réussi à bien écrire ici. Voilà. Même si que, voilà, même si je démontre, voilà, que pour tout état fixé, donc par exemple ici, θ égale ce terme-là, un autre θ, donc fixé aussi, un autre θ fixé aussi, et j'arrive à démontrer que f de r cosinus θ sinus θ tend vers 0 lorsque r tend vers 0. Ça veut dire que, en vérité, j'ai démontré seulement que ma limite existe suivant toutes ces directions. Toutes ces directions. Encore une autre direction. Quel que soit θ, donc ici. Mais je commence donc θ fixé. J'arrive à démontrer que f de r cosinus θ sinus θ tend vers 0 lorsque r tend vers 0. Parce qu'en vérité, le R ici, si je fixe θ, supposons que, bon, je vais le faire ici, voilà. Si je fixe θ, bon, je vais gommer tout, et je répète donc l'opération, voilà. Voilà.
Parce que lorsque vous fixez θ, lorsque vous fixez θ, voilà, voilà. Malgré qu'il soit quelconque, mais il est fixé. Le R ici le R, bon, je vais le signaler, donc le R, voilà. Le R, lorsqu'il tend vers 0, il va pas tendre indépendamment de θ. Il va tendre vers 0, mais en dépendant de θ. C'est-à-dire, il va tendre vers 0, voilà. Il va tendre vers 0 suivant cette direction, puisque θ est fixé. Ou bien, suivant cette direction. C'est pas le sens de la limite. C'est pas le sens de la limite. Il faut, lorsqu'on utilise les coordonnées polaires, il faut que f de r cosinus θ, sinus θ tend vers une limite L. Lorsque r tend vers 0, mais r, il va tendre vers 0 indépendamment de θ. Donc je vais le souligner ici. R, il va tendre vers 0 indépendamment de θ, c'est-à-dire suivant une direction quelconque, comme ça. Ou bien encore comme ça. Ou bien encore comme ça. Ou bien encore. Conclusion, il faut, pour que la limite existe, il faut que f de r cosinus θ, sinus θ tend vers L, lorsque r tend vers 0, avec indépendamment de θ. Indépendamment de θ. Dans ce schéma-là que j'ai signalé ici, on voit bien que r tend vers 0, mais c'est-à-dire sur cette direction. C'est-à-dire il va dépendre de θ. Même si j'arrive, je le répète, à démontrer que pour tous les θ fixés, c'est-à-dire je vais couvrir tout le plan, j'arrive à démontrer que limite de f de r cosinus θ, r sinus θ est égale, lorsque r tend vers 0, est égal à une limite L, ça ne suffit pas. Donc je n'ai pas en vérité démontré que f de r cosinus θ, sinus θ est égal à une limite L lorsque r tend vers 0, indépendamment de θ.